Voilà, c'est parti. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Étienne Join, je suis coordinateur du réseau des centrales villageoises. Je suis accompagné aujourd'hui par ma collègue Noémie Poise, que vous voyez pas parce qu'elle est à côté de moi avec ma caméra à un champ de vue restreint, mais on l'entendra tout à l'heure. Et puis accompagné par Bernard Leménian des centrales villageoises Sévidoré et Audrey Matt du parc naturel régional des Baronnies provençales, qui nous font le plaisir d'intervenir durant ce webinaire. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous proposer un temps de découverte du réseau des centrales villageoises, que vous connaissez peut-être déjà un petit peu ou pas du tout, mais l'objectif, c'était vraiment de reprendre à la base et de vous présenter ce modèle de développement de projets d'énergie renouvelable citoyenne avec plusieurs temps. Alors, je passe mon diapo, voilà, avec pour objectif, en fait, de vous présenter un petit peu toutes les facettes de ce modèle et comment on commence à mettre en place une telle démarche localement. Et pour commencer, en fait, on a eu l'idée de commencer par un projet très concret qui vient d'être réalisé et donc de commencer la séance par donner la parole à Bernard Leménian des centrales villageoises Sévidoré, Beaujolais-Pierre Doré, qui va vous expliquer la démarche mise en place sur son territoire et les projets qui ont récemment abouti. Et ensuite, on prendra un petit peu de recul pour comprendre d'où vient ce modèle des centrales villageoises, comment il a émergé et comment il s'est structuré à la fois au niveau local et au niveau national autour d'un réseau qui aujourd'hui fait en sorte que ce soit un modèle qui puisse se disséminer un peu partout en France sur différents territoires. On fera un petit focus dans un troisième temps sur les projets qui sont portés par les centrales villageoises. Quels sont les modèles juridiques et économiques qui encadrent ces projets-là. Et puis, dans un quatrième temps, on s'intéressera à ce qu'apporte la démarche centrale villageoise à l'échelle d'un territoire. Donc, on aura l'intervention d'Audrey Matt du parc naturel régional des Baronnies provençales. Et pour finir, on finira par la question peut-être la plus importante, si vous êtes ici intéressé par le modèle, c'est comment se lancer dans un tel projet près de chez vous. Voilà, quels sont les prérequis, auprès de qui il est important d'aller chercher des informations, de s'adresser. Voilà, on essaiera de balayer un petit peu tout ça en fin de webinaire. Donc l'idée, c'est que ce soit aussi un temps de présentation, mais que vous ayez l'occasion de poser vos questions. Donc pour ça, vous avez à disposition un chat, donc l'onglet discussion sur Zoom, où vous pouvez voilà, d'ores et déjà poser quelques questions de précision. On essaiera peut-être d'y répondre au fur et à mesure. Et puis je vous propose qu'à la fin de chaque grande partie, on puisse aussi prendre des questions à l'oral. Donc là, pour cadrer un petit peu les choses, si vous pouvez utiliser l'outil lever la main de Zoom ou bien indiquer sur le chat, je souhaiterais poser une question, qu'on puisse vous donner la parole et que ce soit le plus fluide possible. Voilà, donc je vous remercie de votre intérêt pour le modèle et donc votre participation à ce webinaire. Et donc, on va commencer tout de suite. Et je vais laisser la parole à Bernard Leménian pour du coup commencer par un focus sur un projet qui vient d'aboutir, qui va vous donner une idée très concrète de ce que sont les centrales villageoises. Donc Bernard, j'arrête mon partage et je vais te laisser prendre la main. Le micro est fermé. Alors, Bernard, ton micro est fermé. Voilà, vous voyez mon écran Oui, c'est parfait et on t'entend. Eh bien, écoutez, on démarre. Donc, l'idée, c'était de vous présenter ce qu'a été notre démarche à Sévidoré, à la centrale villageoise Beaujolais-Pierre Doré. Une démarche qui a commencé il y a 4 ans maintenant, au printemps 2019, où un certain nombre d'habitants de notre région, la région des Pierres Dorées, donc entre Villefranche, sur Saône et Lyon, qui ont décidé de se dire, mais au fond, l'énergie, c'est l'affaire de tous, et si on prenait en main notre production locale d'énergie, et on a très vite choisi le modèle des centrales villageoises. Je ne vais pas faire trop long sur l'histoire, mais si vous voulez, aujourd'hui, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes d'abord une société par action simplifiée, SAS, à capital variable,
et qui a souhaité se doter assez vite d'une organisation assez méthodique et professionnelle, avec une gouvernance, des groupes de travail dédiés, hein, pour la technique, la communication, l'informatique, et puis un système d'information interne qui nous permettait d'échanger les données. Une société qui a pour caractéristique d'être citoyenne, c'est-à-dire que tous les acteurs de cette société sont bénévoles, nous n'avons aucun salarié, qui s'est doté d'une gouvernance participative, au sens où nos statuts prévoient que toutes les décisions sont prises sous le régime un homme, une voix, et que bien que nous soyons une société, on a des actionnaires, mais les dividendes sont plafonnés. C'est une société avec laquelle personne ne pourra jamais s'enrichir énormément. Cette société, elle vise à contribuer à la transition énergétique par la production locale d'énergie décarbonée, d'énergie verte, en l'occurrence, vous allez voir du photovoltaïque, et par la sensibilisation, par des actions de sensibilisation aux questions liées à la transition énergétique. Et puis enfin, dernière caractéristique, eh bien, cette société, elle est locale et elle n'intervient uniquement que sur le territoire de la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré. Là aussi, ça fait partie de l'ADN à la fois des centrales villageoises, mais aussi de la nôtre, que de n'intervenir que très localement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous faisons d'abord de la production locale d'électricité photovoltaïque. Nous avons terminé une première, ce qu'on appelle grappe, de 9 installations photovoltaïques, soit 1700 mètres carrés cumulés, vous voyez, de panneaux photovoltaïques qui sont posés sur des toitures louées à des particuliers ou plutôt à des collectivités et qui nous permet d'avoir une puissance installée de, vous voyez, 340 kW crête et de produire environ la consommation annuelle d'une centaine de foyers, peut-être un petit peu moins. L'idée étant que nous avons fait l'ensemble des investissements, mais nous gardons le produit de la vente de cette électricité pour financer de nouveaux projets derrière. Nous faisons aussi des actions de sensibilisation, je le disais. On a fait en 2021 une grande fête des énergies renouvelables. On fait des interventions en milieu scolaire. Nous allons là très prochainement, en septembre-octobre, faire plusieurs animations dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. L'idée, là encore, hein, c'est pas simplement de produire de l'électricité, mais c'est de sensibiliser le public à toutes ces questions énergétiques. Comment on a fait ça? Avec des souscripteurs. Nous sommes aujourd'hui, vous voyez, 150, un peu plus de 150 actionnaires, dont d'ailleurs 9 communes qui, en tant que personnes morales, ont souscrit des actions de notre centrale villageoise. Et on a aussi financé par subvention, lorsque c'était encore le cas, et puis par emprunt, cette première grappe que vous voyez au-dessus. Voilà le résultat des courses aujourd'hui. Vous voyez qu'au milieu de la carte de notre communauté de communes, Villefranche-sur-Saône est ici, Lyon est un peu plus bas, vous voyez où on se situe. Et nous avons essayé de réaliser ces installations un peu partout sur le territoire de notre communauté de communes, y compris au nord-ouest ici, qui est une zone plus rurale, là aussi pour que par la réalisation, les habitants me constatent et voient que c'est possible, qu'on peut se prendre en main, qu'on peut participer à un groupe de gens bénévoles comme ça, qui ne se connaissaient pas avant, et on peut réaliser des choses qui ont finalement un impact réel, à la fois en matière de production d'énergie, à la fois en matière de sensibilisation. On est passé par un certain nombre d'étapes qui n'ont pas toujours été très simples. Il a fallu d'abord, je vous le disais, s'organiser et piloter ce collectif, parce que notre particularité, je vous le disais, c'est de ne pas avoir de salariés, donc pas de locaux, donc assez peu de structures communes qui nous permettent d'avancer. La question du système d'information s'est donc posée très rapidement et on a pu, grâce à des compétences en notre sein, avoir un partage d'informations assez important. On a rapidement aussi créé donc des groupes de travail. On a eu à gérer des crises internes, notamment une crise de gouvernance assez sérieuse qui nous a pris un peu d'énergie, mais ça fait partie de la vie de tout collectif. Et on a surtout aussi avancé sur de l'information commune, au point, pour vous donner ce Zoom Info, c'est une réunion hebdomadaire par visioconférence qui nous permet à tous ceux qui sont disponibles de faire le point sur l'avancée des travaux et se mettre d'accord sur le qui fait quoi.
On a dû communiquer et se faire connaître parce que une société donc à capital variable, mais qui n'a que des bénévoles, et c'est difficile à percevoir pour des tiers. Et donc, nous avons passé beaucoup d'énergie à contacter les élus, à contacter les communes, à nous faire connaître et à nous faire reconnaître. Parce que pour une commune ou pour un particulier, ben, confier sa toiture à un collectif qui sort de terre comme ça et qui n'est pas connu, et ben, ce n'est pas forcément une chose facile. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette question de la communication. On a dû rechercher des financements, je ne m'attends pas là-dessus, mais vous imaginez ce que c'est que chercher des subventions des banques et faire des campagnes de souscription. Nous avons dû aussi bientôt, bien sûr, monter en compétences parce que aucun d'entre nous, enfin sauf un, mais aucun d'entre nous n'était réellement spécialisé en énergie photovoltaïque. Mais par contre, on a pu exploiter, je dirais, les compétences dans d'autres domaines des uns et des autres membres de notre centrale villageoise, un informaticien, un communicant, un graphiste, autant de compétences qui nous ont permis d'avancer assez vite sur des questions périphériques au cœur de métier. Et puis pour ce qui est des centrales photovoltaïques elles-mêmes, ben on a appris sur le tas, on s'est formé. On s'est formé notamment avec l'association des centrales villageoises qui nous a proposé de nombreuses formations et des outils aussi un peu clés en main pour aider à avancer. On a eu, autre point qu'on ne prévoit pas par définition, c'est à gérer un certain nombre d'imprévus et d'aléas qui nous ont pris aussi beaucoup de temps et d'énergie, mais qui ont été assez intéressants à vivre. J'ai mis ABF parce que nous sommes dans une zone assez protégée au plan patrimonial, donc on a eu pas mal de démêlés avec l'architecte des bâtiments de France. Mais il s'est trouvé qu'on était aussi dans la période Covid, que, comme vous le savez, on a dû faire face là aussi ces derniers mois à des variations de prix et des difficultés d'appro assez importantes. Donc ça aussi, c'est pas forcément évident, mais il faut se mettre en ordre de marche pour pouvoir gérer les aléas. Et puis enfin, et non des moindres, on a eu un peu au fil de ces 4 années à veiller en permanence au sens de ce qu'on faisait, à la signification de ce qu'on voulait faire, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire du kilowattheure, mais il s'agit de faire de l'électricité, encore une fois, pour sensibiliser nous-mêmes, mais aussi le grand public à ces questions de transition énergétique. On continue, le collectif est intact dans ses intentions, même s'il nous faut soutenir un peu en permanence par l'action l'enthousiasme et l'énergie de chacun. On a donc une deuxième grappe d'installation photovoltaïque dans les tuyaux, qu'on va sans doute pas faire en une fois, mais en deux morceaux. D'ailleurs, bon, le tableau que vous avez ici en image vous donne pas grand-chose, mais ça, c'est un certain nombre d'étapes que nous avons nécessairement à passer pour avancer sur des projets. Et puis, nous allons démarrer, je pense que Étienne ou Noémie en parleront tout à l'heure, une première boucle de ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire où, plutôt que de vendre notre électricité à EDF, comme nous le faisons pour cette première grappe, eh ben, on va peut-être pouvoir vendre l'électricité à des proches, à des tiers qui sont dans un environnement immédiat. C'est une manière de resensibiliser aussi nos proches à la production locale d'énergie. En fait, l'idée, c'est un peu une AMAP de l'énergie. Voilà, quelques éléments très synthétiques et rapides pour vous dire quel fut notre parcours. Merci beaucoup Bernard pour ces éléments très concrets. J'ai pas de questions dans le chat de réaction. Si ça amène une question là, que vous avez envie de poser, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis sinon, on va continuer. Alors, je reprends la main sur le partage d'écran. Et donc, pas de questions arriver. Donc, voilà, après ce focus sur un premier projet, l'idée c'était de dézoomer, de reprendre un petit peu de recul et donc de parler de l'historique de la démarche des centrales villageoises. Et puis de comprendre un petit peu le cheminement qui a été mené autour de ce modèle pour faire en sorte que ce soit un modèle reproductible sur d'autres territoires. Donc, au niveau de l'historique, les centrales villageoises, c'est une démarche qui a commencé il y a une dizaine d'années désormais, au début des années 2010, qui était menée en expérimentation par l'Agence régionale de l'énergie en Rhône-Alpes à l'époque, qui s'appelle désormais Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, pour AEE.
et 5 parcs naturels régionaux de la région qui ont accompagné la démarche sur 8 territoires pilotes, donc dans différents parcs, et notamment les baronnies provençales vers lesquelles on ira tout à l'heure. L'objectif étant de faire face à un développement des énergies renouvelables qui était assez prégnant sur ces territoires à l'époque, mais qui n'intégrait pas forcément les enjeux des territoires, notamment les enjeux patrimoniaux et paysagers. Et donc, cette volonté des territoires de reprendre un petit peu mieux en main le développement des énergies renouvelables, c'est une vraie volonté de les développer, mais en intégrant mieux les enjeux du territoire et les acteurs du territoire. D'où l'idée de créer en fait ces sociétés locales que sont les centrales villageoises qui vont en fait rassembler ensemble au sein de cette structure les citoyens, les collectivités et les entreprises locales pour développer ensemble ces projets à travers une approche vraiment territoriale du développement des projets. Donc le cheminement, ça a été d'abord des animations locales de manière à faire émerger des groupes de bénévoles citoyens qui avaient envie de prendre en main ces questions, de faire émerger aussi des collectivités qui étaient partie prenante dans la démarche pour mettre à disposition des toitures et pour faciliter l'ensemble de la démarche. Et puis ensuite, un ensemble d'études, que ce soit techniques, paysagères et également juridiques, de manière à déterminer comment structurer ces projets autour de quel montage juridique. Et donc, voilà, ces études ont pu aboutir à des trames de statut sur lesquelles nous, on s'est appuyé après au sein du réseau Centrale Villageoise pour essaimer la démarche. Donc, c'est ce qu'on a vu à partir de 2014, les premières mises en service. Et après, le réseau a pu s'étendre et reproduire la démarche sur d'autres territoires depuis 2014. Le réseau des centrales villageoises, aujourd'hui, il s'appuie sur une charte qui est signée par l'ensemble des collectifs et qui structure en fait la philosophie de la démarche. Alors, il y a 4 piliers principaux qui sont résumés sur la slide. D'abord, l'aspect territorial, hein, c'est un mot qui est revenu déjà beaucoup depuis 10 minutes. Cette idée que ce soit des projets menés par les acteurs locaux avec une gouvernance qui soit citoyenne et coopérative. Une personne égale une voix. On intègre les collectivités locales dans les projets et il y a un lien réel avec le projet de territoire, c'est-à-dire avec à la fois les enjeux du territoire et les objectifs spécifiques de développement des énergies renouvelables au sein de ce territoire. L'objectif est également de partager les retombées économiques. Ici, on a une gouvernance et donc un capital investi qui va provenir d'acteurs locaux et avec un souci de faire intervenir les entreprises locales dans les travaux. Et donc, la garantie que les retombées économiques des projets vont profiter prioritairement au territoire où ils sont mis en place. Et puis après, un autre aspect clé dans la démarche centrale villageoise, c'est la mutualisation. Alors, on y reviendra sur l'aspect partage d'outils et de services, mais c'est vraiment ça qui aide les collectifs à démarrer. Le fait qu'il y ait une mutualisation de moyens, en fait, organisée par l'association au profit des collectifs qui leur permettent petit à petit de développer leurs projets sans être au préalable des professionnels du photovoltaïque, comme le disait Bernard tout à l'heure. Un troisième pilier, c'est la démarche de qualité. L'objectif, c'est que malgré le fait que ce soit des citoyens bénévoles pas spécialistes qui portent les projets, l'objectif, c'est qu'ils soient bien structurés, bien rodés, et donc qu'il y ait à la fois un partage de connaissances très fort au sein du réseau et un accompagnement d'acteurs professionnels aux phases clés des projets, comme par exemple le suivi du chantier. Et enfin, la solidarité et l'entraide au sein du réseau, avec beaucoup de temps d'échange et de partage entre les centrales villageoises, parce que le grand atout qu'on a à travers ce modèle, c'est qu'il y a le partage d'un modèle commun et donc d'une structuration commune et d'enjeux qui vont être les mêmes sur tous les territoires. Et donc, la capacité qu'on peut avoir à partager des choses, et notamment des projets qui ont un certain vécu, qui sont dans la démarche depuis une dizaine d'années, et puis d'autres qui vont commencer tout juste la démarche, qui vont pouvoir se nourrir de l'expérience des projets déjà réalisés. Une petite slide pour revenir sur le modèle en lui-même et la structuration juridique autour de ce projet. Donc, on l'a dit, les centrales villageoises, ce sont en fait des structurations sous forme de sociétés structurées en SAS, Société par action simplifiée, ou en SIC SAS, une société coopérative d'intérêt collectif.
Le point commun de ces deux modèles, c'est qu'on va avoir dans les deux cas des acteurs qui vont être actionnaires et sociétaires des sociétés, qui sont les citoyens du territoire, les collectivités du territoire, des entreprises locales et éventuellement d'autres investisseurs locaux. Donc, ils vont tous mettre de l'argent au capital de cette société. Cette société va être accompagnée durant sa phase de développement par des partenaires qui vont l'aider à faire de l'animation locale, à se faire connaître, à aider à la phase d'émergence et de développement et de souscription de nouveaux sociétaires au sein de l'aventure. Elle va être accompagnée par des intervenants techniques, comme des assistants à la maîtrise d'ouvrage, et enfin par le réseau des centrales villageoises. Et donc, fort de tous ces soutiens, la société locale va pouvoir développer et investir à l'échelle de son territoire dans des projets. On commence généralement par une première tranche de projets photovoltaïques sur toiture. On y reviendra tout à l'heure sur les raisons qui nous poussent à d'abord privilégier cette énergie-là. Mais l'objectif des sociétés centrales villageoises, c'est de pouvoir agir sur tous les leviers de la transition énergétique, aussi bien sur les aspects sensibilisation que sur les aspects économie d'énergie, que sur les énergies renouvelables. Et donc, voilà, après avoir mené des premières actions concrètes de projets photovoltaïques, on peut s'attaquer à d'autres types de projets très divers. Et le modèle économique étant que cet investissement dans des moyens de production d'énergie renouvelable va dégager des retombées financières qui vont pouvoir à la fois être réinvestis dans des nouveaux projets, mais également pouvoir profiter aux actionnaires locaux. Voilà, donc j'espère que le modèle centrale villageoise est un peu plus clair pour vous. Et maintenant, je voulais dire un mot sur le réseau en lui-même, parce qu'aujourd'hui, c'est un réseau de structures locales qui est structuré à l'échelle nationale par une association, l'association des centrales villageoises, qui est l'organisatrice de ce webinaire, qui a été créée en 2018 dans l'objectif de structurer cette démarche et ce réseau qui grandissait avec l'émergence de nombreux collectifs dans diverses régions qui s'étaient structurés autour du modèle centrale villageoise. Et donc, l'association centrale villageoise, c'est elle qui va faire ce travail de mutualisation d'outils et de services qui vont être mis au profit des collectifs centrales villageoises, soit émergents ou qui aient déjà quelques années d'expérience derrière eux, pour les aider à mettre en place leurs projets, pour les aider à se structurer et pour les aider à exploiter après leur société, répondre aux enjeux de gestion de la société dans un second temps, etc. Il y a aussi l'idée d'avoir un souci constant de la montée en compétence des bénévoles au sein de ces différents collectifs, avec des actions de formation, à la fois sous format webinaire, comme on peut le faire aujourd'hui, mais on va travailler régulièrement sur des sujets très précis, et puis avec des journées en présentiel sur différentes thématiques souvent assez techniques. Voilà, et donc l'association aujourd'hui joue le rôle de porte-parole vis-à-vis de ce modèle, le représente à l'échelle nationale et puis est la porte d'entrée pour les nouveaux collectifs qui sont intéressés pour mettre en place une démarche, pour en savoir plus et puis pour avoir les premières indications, les premiers conseils pour mettre en place ces projets. Et enfin, la particularité de cette association, c'est qu'elle est vraiment gérée et administrée par des bénévoles issus de centrales villageoises de différents territoires. Donc, c'est vraiment un fonctionnement qui est ascendant, qui est issu du terrain, des projets. Et donc, les centrales villageoises sont membres de l'association, envoient des représentants au conseil d'administration, et ce sont ces bénévoles-là qui vont décider des orientations prises par l'association et des sujets sur lesquels nous, on va travailler au profit des centrales villageoises adhérentes. Alors, je voulais maintenant parler un petit peu de la démarche qui a été mise en place. Alors, à l'origine, par l'agence Rhône-Alpes Énergie Environnement et depuis repris par l'association centrale villageoise, cette idée d'avoir une démarche qui est très cadrée et très pas à pas, un peu clé en main, pour que les collectifs puissent avoir une vision assez claire des différentes étapes qu'ils vont rencontrer et du cheminement à adopter pour aboutir à des premiers projets photovoltaïques. Et donc, la slide que je partage actuellement, c'est un schéma qui est assez parlant vis-à-vis de la démarche, parce qu'elle montre à la fois que l'on conseille de se diviser le travail en groupes de travail, que ce soit les aspects juridiques, techniques, de communication. Et pour chacun de ces groupes de travail, on va comprendre les différentes étapes à mener.
Et en fait, derrière chaque étape, il y a la mise à disposition par l'association auprès des collectifs de documents types ou de guides qui vont expliquer l'étape à mener, les prérequis à avoir en tête et les démarches à mener pour chacune de ces étapes pour pouvoir passer voilà, à l'étape suivante et petit à petit pouvoir développer son projet. Donc voilà, c'est vraiment ça l'aspect démarche pas à pas, c'est d'avoir ce décortiquage constant du premier projet, à la fois sur les aspects thématiques et puis sur la chronologie du projet. Et puis je vous en parlais à l'instant, l'idée de ce modèle reproductif, c'est qu'il puisse aussi voilà, accompagner les bénévoles à monter en compétence sur ces sujets-là. On a souvent des gens engagés qui sont très contents qui ont une grande appétence à apprendre beaucoup de choses sur des nouvelles thématiques. Et donc, on essaye de les nourrir avec une offre de formation qu'on étoffe au fur et à mesure et qu'on va déployer dans diverses régions. On a des centrales villageoises régulièrement. On organise des journées thématiques, que ce soit sur l'étude des charpentes pour accueillir les panneaux photovoltaïques en toiture, ou sur l'exploitation et la maintenance des centrales une fois qu'elles sont en exploitation. Et puis chaque année, on organise un événement, le comité de pilotage et l'assemblée générale du réseau. On va proposer à toutes les centrales villageoises de venir passer 2 jours en présentiel pour échanger sur les pratiques de chacun, sur les difficultés, les bonnes pratiques mises en place dans les différents collectifs et faire du lien en fait entre ces collectifs qui partagent les mêmes ambitions et les mêmes enjeux et qui peuvent donc vraiment se nourrir de ces moments d'échange. Alors, je vous ai parlé d'essaimage depuis quelques minutes. Donc, une petite slide pour vous donner, voilà, illustrer cet essaimage. Donc, vous l'avez compris, la démarche des centrales villageoises, elle est née en région anciennement Rhône-Alpes, et puis elle s'est un petit peu développée depuis. Et on voit sur la carte qu'il y a encore un fort maillage en région Rhône-Alpes, puisque le modèle, en fait, s'est développé vraiment de proche en proche, en tache d'huile. Donc voilà, on a vraiment des territoires qui ont vu ce qui se passait sur le territoire voisin et qui se sont dit c'est intéressant, on a envie de monter la même chose sur notre territoire. Et donc, on va se nourrir de l'expérience des voisins qui vont peut-être venir même nous donner un coup de main et on va monter la démarche sur notre territoire. Donc, c'est comme ça que ça s'est fortement développé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, il y a eu des essaimages assez importants également en région Sud, en région Grand Est, et plus récemment en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne, et puis ça commence en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Voilà, donc l'ambition, évidemment, c'est de pouvoir continuer cet essaimage. C'est aussi pour ça qu'on organise ce genre de temps d'information, parce qu'il y a encore des régions qui ne connaissent pas forcément le modèle des centrales villageoises. Et voilà, il y a des opportunités pour des collectivités, pour des citoyens engagés, de saisir de cet outil pour travailler à l'échelle de son territoire sur ces enjeux de transition énergétique citoyenne. Et donc en 2023, là aujourd'hui, on est à 67 territoires impliqués dans 7 régions différentes. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on arrive à embarquer les gens dans l'aventure. Et donc, Bernard en parlait tout à l'heure, il y a une centaine de personnes qui ont participé chez Célidoré à mettre de l'épargne et à accompagner la démarche locale et citoyenne de mettre en place ces centrales photovoltaïques sur la communauté de communes des Pierres Dorées. Et à l'échelle du réseau, sur les 67 territoires engagés, on a plus de 6750 personnes, donc surtout des citoyens, mais aussi des collectivités locales, plus de 200 collectivités locales, qui ont mis de leur épargne, qui ont pris des parts au profit de ces projets qui ont du sens et qui sont proches de chez eux. Et donc, cette épargne, elle a permis d'être mise à profit pour financer des installations photovoltaïques. Donc, aujourd'hui, il y en a 460 installations qui sont en service à l'échelle du réseau, avec presque 10 mégawatts de puissance installée. Et donc, un peu plus de 14 millions d'euros investis à l'échelle du réseau depuis maintenant 10 ans. Et on peut voir là sur le graphe une montée en puissance de ce modèle et de son impact, puisque vous voyez en fait la production mensuelle des centrales villageoises cumulée, donc toutes centrales villageoises confondues, année après année. Et donc en 2014, on a les premières centrales villageoises qui ont commencé à produire du côté du parc naturel régional du Pilat. Et puis, elles ont été rejointes par d'autres collectifs qui ont mis en service des installations. Donc, il y a de plus en plus de couleurs sur le graphe.
Et chaque année, ben, on va un petit peu plus haut puisqu'on a de plus en plus d'installations en service. Donc, pour montrer la progression et surtout, bah, ça reste un modèle qui est nouveau, qui est relativement jeune et qui a encore sans doute beaucoup de choses à aller découvrir. Et pour finir cette partie, un petit lien avec l'écosystème de l'énergie citoyenne, parce que les centrales villageoises, en fait, s'intègrent dans un écosystème qui est plus large de l'énergie citoyenne. Certains parmi vous ont peut-être déjà entendu parler d'énergie partagée, qui est en fait une association nationale qui aujourd'hui représente à l'échelle nationale et le porte-parole de l'énergie citoyenne et qui accompagne à ce titre une grande diversité de projets qui ont une vocation de faire participer les citoyens et les collectivités dans la transition énergétique par le financement et la gouvernance. Donc les centrales villageoises dans tout ça, bah, c'est un modèle qui s'intègre dans cet écosystème de l'énergie citoyenne, mais qui va plus loin sur certains aspects, notamment sur l'aspect gouvernance locale, coopérative et citoyenne, et cet aspect d'ancrage local et de territorialité, puisqu'en fait, chez les centrales villageoises, il y a cet enjeu d'avoir un territoire d'action bien défini qui fait notre spécificité sur les projets d'énergie citoyenne. Donc, énergie partagée pour l'association des centrales villageoises, c'est un partenaire avec qui on travaille presque au quotidien. Et on travaille également avec ces réseaux régionaux, parce qu'énergie partagée, en fait, anime un écosystème dans chaque région avec un interlocuteur qui est la porte d'entrée pour tous les projets à vocation citoyenne. Et donc, on travaille avec chacun de ces réseaux pour avancer collectivement sur ces sujets-là. Et on a mis en place depuis 2 ans un mécanisme d'adhésion simplifié qui permet aux collectifs qui souhaitent adhérer aux 2 réseaux, parce que c'est pas exclusif, de pouvoir le faire plus facilement avec des systèmes de ristourne sur chacune des adhésions. Alors, je crois que j'en ai fini sur cette partie. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Noémie, tu as répondu en direct. Et ben, écoutez, si quelqu'un veut poser une autre question à l'oral ou intervenir, je vous laisse faire un instant. Et puis, si ce n'est pas le cas, je te laisse la parole, Noémie, pour la suite. Question. De toute façon, on pourra voir une deuxième session d'échange après. Bonjour à tous, donc Noémie Poise. Moi, je travaille en temps partiel pour les centrales villageoises avec Étienne, via Aura2E, dont Étienne a également parlé, donc Agence régionale de l'énergie et de l'environnement en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais dire un mot sur le modèle juridique et économique des centrales villageoises, en zoomant sur le photovoltaïque, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais avant ça, vous rappelez que ce qui est écrit dans les statuts des sociétés centrales villageoises, c'est bien le portage de projets de transition énergétique, le développement de l'ensemble des énergies renouvelables sur un territoire. Donc, même si actuellement, ce qu'on a en service, c'est surtout des installations de production photovoltaïque, il y a aussi des collectifs qui s'intéressent au développement de la petite hydroélectricité, qui commencent à regarder le photovoltaïque au sol, parce qu'on est beaucoup sur toiture pour l'instant, qui regardent également des solutions de production de chaleur renouvelable, notamment avec du bois énergie, voire du solaire thermique. Et puis, et ça, c'est une thématique qui est de plus en plus on va dire, portée par les collectifs citoyens, la question des économies d'énergie, de la maîtrise de l'énergie au sens large, c'est-à-dire qu'en fait, le photovoltaïque, c'est une porte d'entrée parce que ça permet de faire des projets assez rapidement, qui sont visibles, et puis de s'approprier un peu la question de la production d'énergie, mais ça amène surtout à s'intéresser plus globalement à comment est-ce qu'on gère mieux ces consommations et surtout comment est-ce qu'on peut les réduire. Donc tout ça est très présent au sein des collectifs, continue à se diversifier. L'association est aussi là pour accompagner cette diversification, voire parfois de l'innovation, puisqu'on a eu quelques projets en lien avec ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents. Alors, si on revient un petit peu, c'est toi qui passe la diapo, au modèle économique, et avant de parler du modèle économique, à l'écosystème, à l'ensemble des acteurs avec lesquels une société centrale villageoise interagit, dans le cadre d'un premier projet photovoltaïque, il y a finalement beaucoup d'interactions qui ont lieu. Alors, tout d'abord, on va dire la pierre angulaire en fait, des sociétés centrales villageoises, ce sont d'abord les bénévoles qui sont impliqués dedans.
et en particulier ceux qui vont faire partie du conseil de gestion. Le conseil de gestion, c'est comme un petit conseil d'administration. En fait, c'est les gens qui, au quotidien, vont faire fonctionner la société et qui vont s'occuper à la fois de suivre les démarches administratives, le développement technique des projets, la levée des fonds, le bouclage financier, suivre l'exploitation de la production, vérifier que tout produit conformément au prévisionnel. Donc, ce groupe de bénévoles, voilà, c'est lui qui gère la société au quotidien. Ça va représenter, en fonction des cas, 10, 15, 20 personnes, sachant que, et c'était la question qu'il y avait dans le chat, derrière une société centrale villageoise, ça peut réunir des centaines d'actionnaires, mais une bonne partie, on va dire, d'actionnaires un peu dormants ou qui ne vont pas avoir une fonction active dans le fonctionnement de la société. Ensuite, vous l'avez compris, dans le modèle, ces bénévoles, ces centrales villageoises, elles vont avoir un lien étroit avec les collectivités du territoire. C'est un des prérequis quand on rejoint le modèle, de s'assurer que la société va porter des projets qui sont en adéquation avec le projet de territoire, qui respectent la charte paysagère, qui rentrent dans les clous du plan climat, et puis que les collectivités soutiennent ce type de projet et vont également être un relais de communication, voire vont carrément être actionnaires, puisque les collectivités peuvent être actionnaires des sociétés centrales villageoises dès lors qu'elles produisent des énergies renouvelables. Voilà. Donc ensuite, quand elles vont démarrer des projets photovoltaïques, ces sociétés centrales villageoises, vous l'avez compris, elles investissent dans des équipements qui vont être positionnés sur du foncier qui ne leur appartient pas. Donc, il va y avoir une relation avec les propriétaires de bâtiments qui peuvent être publics, privés, des bâtiments tertiaires, industriels, artisanaux. Enfin, il n'y a aucune restriction sur le type de bâtiment qui peut être équipé, mais il va y avoir cette relation qui va se finaliser à la fin par une contractualisation, donc un bail de mise à disposition du toit, voire quelque chose de plus compliqué puisque les modèles évoluent, mais on va dire un contrat qui va définir une durée, en général assez longue, de l'ordre d'une vingtaine d'années, pendant laquelle la société va occuper la toiture et va avoir le droit d'y installer du photovoltaïque et de l'exploiter pour valoriser la production électrique. Et pour faire ces installations photovoltaïques, eh bien, la société centrale villageoise va devoir s'entourer d'un certain nombre de prestataires, d'entreprises. Donc, d'abord pour les études, en général des bureaux d'études, pour dimensionner les équipements, essayer d'anticiper le modèle technico-économique des projets. Et puis ensuite, d'installateurs, d'entreprises de pose qui vont être missionnés par la société pour tout simplement réaliser les équipements, les raccorder au réseau, etc. Et puis ensuite, en assurer la maintenance. Et puis, il y a aussi d'autres entreprises de services auxquelles on va pouvoir avoir affaire, notamment les assurances. C'est une composante importante. On a travaillé sur des modèles d'assurance type qui permettent aux centrales villageoises d'être complètement couvertes pour les activités de production d'énergie sur le foncier qu'elles exploitent. Autre interlocuteur très important, le gestionnaire du réseau de distribution. Alors, on a mis un logo Enedis parce que sur 95% du territoire français, le distributeur de l'électricité, c'est Enedis. Il y aura quelques endroits où ça sera peut-être des régies ou des petites entreprises locales de distribution, mais très souvent, voilà, c'est des cas historiquement rares, mais la plupart du temps, on va devoir conventionner avec Enedis pour raccorder les installations au réseau. Les installations, elles produisent sur un réseau électrique qui est interconnecté au niveau européen, comme vous savez. Et donc, il faut encadrer ce raccordement avec un contrat de raccordement. Et puis, l'électricité, elle est vendue. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs modèles pour vendre l'énergie. Il y a un modèle historique un peu dominant qui était celui de l'obligation d'achat, c'est-à-dire que EDF, obligation d'achat, s'engage à acheter l'électricité produite pendant une durée de 20 ans à un tarif défini. Mais il y a une diversification des modèles et on peut avoir maintenant d'autres acheteurs qui peuvent être d'autres fournisseurs d'électricité ou même maintenant, on va le voir, des consommateurs lambda qui sont situés à proximité et qui peuvent acheter directement la production à la société centrale villageoise qui est le producteur. Voilà, donc c'est un schéma qui résume les principaux liens avec les acteurs d'un projet, mais ce n'est pas exhaustif puisque les centrales villageoises, elles s'insèrent vraiment dans un écosystème d'acteurs économiques au niveau local et ça peut aller encore plus loin que ça. Si je reviens donc sur le modèle économique,
Donc, vous l'avez compris, les sociétés, elles investissent dans des projets. Donc, c'est en général plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont nécessaires pour financer quelques centaines, on va dire, de kilowatts sur des toitures. Pour réaliser cet investissement, comment elles vont faire? Eh bien, tout simplement, elles vont utiliser les fonds propres qui sont apportés par les actionnaires. Hein. Les gens prennent des actions, ils sont actionnaires, donc c'est du capital, c'est des fonds propres qui sont apportés. Mais ça ne va pas être la seule source de financement. En général, cet apport en fonds propres, il va représenter 20, 25%, voire 30% du budget total. Mais ensuite, on va utiliser un financement bancaire pour compléter. Donc, voilà, pour faire… alors, l'effet levier, en ce moment, il a pris un peu du plomb dans l'aile, mais on va, voilà, on va optimiser le recours aux fonds propres pour ne pas tout utiliser sur un premier projet, pour en garder pour la suite. Et donc, on va utiliser le financement bancaire pour financer l'ensemble des investissements. Une fois que les installations vont être en service, ensuite, on va devoir payer des charges. Alors, il y en a relativement peu hein, sur du photovoltaïque parce que c'est quand même des installations avec relativement peu de maintenance comparé à d'autres systèmes de production d'énergie. Mais malgré tout, il faut payer un comptable pour la société, payer un mainteneur pour faire une visite tous les ans, vérifier que tout fonctionne, payer des assurances, payer des frais bancaires. Donc, voilà, ces charges-là vont être déduites des recettes qui sont faites et ces recettes proviennent de la valorisation de l'électricité. Et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs modèles qui existent. Donc, l'électricité, elle peut être vendue, soit un tarif d'achat. Donc, le gouvernement, il définit des tarifs d'achat. Alors, je ne vais pas rentrer dans le dispositif, mais grosso modo, l'électricité, elle a acheté un tarif qui est fixé pendant 20 ans. Donc, c'est très confortable. Ce tarif dépendant de la forme de l'installation, de sa taille, de sa… Voilà. Mais ça, c'est, on va dire, la version historique qui garantit un revenu qu'on connaît à l'avance et qui permet d'avoir des business plans assez cadrés, notamment vis-à-vis des établissements bancaires, pendant une durée longue. Aujourd'hui, ce modèle se diversifie parce que vous avez tous conscience de la crise énergétique, de la hausse des prix qu'on a observé sur le marché de l'électricité il y a quelques mois. Et donc, il y a une appétence forte, notamment des propriétaires qui mettent à disposition leur toiture pour autoconsommer ce qui est produit. Donc, si on autoconsomme, on ne vend pas tout sur le réseau. Donc, il faut faire un peu différemment. Donc, soit on peut mettre en place ce qu'on appelle de l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire que finalement, la centrale villageoise, elle va investir dans un équipement de production, elle va plus ou moins louer l'installation au propriétaire qui va autoconsommer l'électricité quand il consomme en même temps. Et puis éventuellement, sur un surplus, ce surplus pourra également être vendu sur le réseau. Donc ça, c'est un modèle différent, c'est-à-dire que la société centrale villageoise, elle va se rémunérer finalement sur une location d'équipement plutôt que sur de la vente d'énergie. Et puis, autre modèle qui émerge et qui est également très plébiscité dans les territoires, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, c'est-à-dire que la centrale villageoise va produire de l'électricité et va la vendre directement à des consommateurs, qui peuvent être des particuliers, des entreprises, des collectivités, situés dans un périmètre proche. En général, voilà, il y a un diamètre de 2 km qui est imposé. Mais donc, il va y avoir des contrats de vente directe d'électricité, donc ça, c'est extrêmement nouveau. Et ça permet aussi de vendre l'électricité à un prix qui potentiellement peut être moins cher que le prix du réseau si vraiment ce prix s'envole et qui surtout peut être garanti sur une durée longue. Là encore, les sociétés centrales villageoises sont capables de s'engager en disant je vous vends cette électricité pendant 10, 15, 20 ans à tel tarif avec telle indexation. Et ça, c'est très intéressant pour les consommateurs que ça rassure par rapport justement à l'instabilité actuelle qu'on peut observer sur les marchés. Voilà. Et puis, quatrième type de valorisation sur lequel on n'a pas encore trop travaillé dans le réseau, mais qui émerge surtout, on va dire, auprès de gros opérateurs qui, en général, exploitent des grosses centrales au sol, c'est les contrats de gré à gré, c'est-à-dire que là, on vend toute la production à un seul consommateur qui va tout acheter, tout consommer, on va dire. Mais pour ça, il faut quand même un certain volume et surtout que le consommateur soit capable de tout consommer, puisque le surplus ne pourra pas être valorisé à un tarif d'achat, même si ça devrait évoluer prochainement. Voilà, donc vous voyez que ça peut paraître complexe, mais malgré tout, on est sur quelque chose d'assez classique où on va chercher à amortir un investissement avec une vente d'énergie, avec une recette qu'on arrive à estimer à l'avance. Donc, on a développé pas mal d'outils de simulation économique dans le réseau qui permettent de rassurer les collectifs et puis surtout, on fait des formations sur ces outils pour bien comprendre comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut sécuriser un projet dans le temps.
Et puis ensuite, on va dégager un bénéfice et ce bénéfice va pouvoir être soit versé sous forme de dividende si c'est le choix des actionnaires, soit être réinjecté sous forme de fonds propres dans un nouvel investissement sur un autre équipement de production. Merci. Il y a quelques questions, je pense qu'on peut les traiter. On parle du périmètre de kilomètres, 20 km pour l'autoconsommation collective. Donc, en fait, la loi, par défaut, prévoit un périmètre de 2 km pour cette valorisation de l'électricité entre deux participants, un producteur, un consommateur, par exemple. Mais il y a possibilité d'avoir une dérogation en zone rurale pour étendre ce périmètre à 20 km. Voilà. Et la notion de périmètre, en fait, pour être plus précis, c'est la distance maximum entre deux participants à une même opération. C'est-à-dire qu'une opération d'autoconso collective, c'est une opération qui réunit plein de producteurs et plein de consommateurs. Il faut que personne dans ce groupe ne soit distant de plus de 2 km. Ça, c'est le régime normal de l'autoconso collective. Et si vous êtes en milieu rural, vous avez la possibilité de demander une dérogation au ministère pour que ce diamètre soit porté à cette distance maximum, on va dire, soit porté à 20 km. Mais ça sera possible, voilà, il faut justifier d'une densité de population faible, puisque si la densité de population est faible, du coup, vous avez moins de consommateurs qui peuvent acheter, donc vous êtes obligé d'élargir un peu le rayon pour aller chercher d'autres consommateurs. Alors, il y avait une question plus en amont sur l'aspect chronophage de participer à une démarche centrale villageoise. Je pense qu'on peut la garder pour après et je proposerai à Bernard de nous faire un petit retour terrain sur l'implication des différents membres au sein d'un collectif et le temps qu'ils y passent. Et puis, il y avait une autre question sur est-ce que c'est le modèle d'Enercop? Alors, je pense que c'était quand on parlait de contrat de gré à gré. Donc, effectivement, il est possible de vendre à des fournisseurs tels qu'Enercop en gré à gré, mais souvent, ça va plutôt concerner des installations de production plus grandes que ce que nous, on fait sur toiture pour atteindre des prix de vente d'électricité plus faibles. Oui, mais c'est typiquement le genre de modèle qu'on étudie sur des petits parcs au sol et Enercop pourrait être justement un des acheteurs potentiels, on échange avec eux. Mais effectivement, le gré à gré, on ne va pas le faire sur des toutes petites installations en toiture. En général, il faut quand même un petit volume pour que ça ait du sens. Alors, il y a une main levée. Jacques, je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Oui. Voilà, moi, il y a une finesse que je ne comprends pas, parce que sur le terrain, il y a des entreprises privées qui investissent, qui contactent des agriculteurs notamment, voilà, qui mettent de l'argent, alors que le modèle des centrales villageoises, avec 3% de rentabilité, fait que si on n'était pas bénévole, ça ne fonctionnerait pas. Ce modèle sans bénévole ne fonctionne pas. Alors, ma question, c'est comment font les privés est-ce qu'ils vendent l'électricité plus cher? Est-ce que le taux de rentabilité est plus important dans le privé? Est-ce que, du coup, les centrales villageoises ont négocié un petit taux pour, je ne sais pas quelle raison? Voilà, il y a une finesse là que je ne comprends pas entre ces deux modèles qui sont en compétition a priori sur le territoire. Alors, je pense qu'il ne faut pas les voir en compétition, déjà parce que les centrales villageoises ont tendance à réaliser des installations qui intéressent relativement peu les développeurs, qui, eux, vont justement privilégier des réalisations de plus grosse taille parce qu'il y a des effets de volume et d'échelle. Et c'est aussi ça qui leur permet d'avoir un modèle économique, c'est qu'ils ont accès notamment à des prix sur le matériel que les centrales villageoises n'ont pas. Donc, en travaillant sur des installations plus grosses et beaucoup plus d'installations sur des volumes plus importants, ils ont accès à des effets d'échelle qu'on n'observe pas du tout au niveau centrale villageoise. Vous avez raison néanmoins de souligner que ça fonctionne parce qu'il y a du bénévolat. Après, justement, dans le réseau, on travaille aussi à la professionnalisation des sociétés parce que le bénévolat est fondamental, mais il ne faut pas que ça soit la solution ad vitam aeternam parce que ça aura ses limites au bout d'un moment et on commence déjà à les voir. Donc, on a 3 centrales villageoises aujourd'hui dans le réseau qui ont des salariés et on aimerait que ça soit, que ça aille en augmentant. Mais clairement, il faudra, dès lors, effectivement, qu'on traite des plus gros volumes, également, de toute façon, des ressources humaines pour ne serait-ce que gérer toutes les démarches de développement, de suivi d'exploitation que les bénévoles ne pourront plus porter en termes de charges. Si je peux me permettre, mais est-ce que ça veut dire quand même que le prix négocié avec EDF est moindre pour les centrales villageoises que les privées? Non, pas du tout.
Sur les mécanismes d'obligation d'achat, c'est jusqu'aux installations de 500 kW crête, hein, puisque au-delà, on est sur des appels d'offres creux. Et justement, la plupart des développeurs, ils vont plutôt aller sur ces grosses installations via les creux auxquelles les centrales villageoises ne répondent pas. Par contre, en dessous de 500 kW crête, on va être sur donc des toitures de quelques dizaines, centaines de mètres carrés, sur un système de tarif d'achat qui est le même pour tout le monde. Et les critères d'évaluation, c'est la puissance de l'installation. Donc, il y a des effets de seuil. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est principalement la taille de l'installation qui fixe le niveau du tarif et puis également le moment auquel on fait la demande de raccordement. Mais c'est le même pour tout le monde, quel que soit le porteur. Merci. Bernard, je te laisse peut-être répondre sur l'aspect chronophage de l'implication dans une centrale villageoise. Oui, difficile de répondre à cette question parce qu'elle dépend de plusieurs variables. Si on fait peu d'installations et qu'on est très nombreux, évidemment, la charge individuelle est moindre. Le fait est que, pour ce qu'on a pu observer, nous, la charge concrète pour réaliser ces installations en quelques années, donc assez rapidement, a été relativement importante pour une petite dizaine d'entre nous. Pour donner quelques idées, si vous voulez, on a grosso modo 5 à 6 personnes qui doivent passer au moins un mi-temps sur les périodes les plus denses, que sont les périodes de préparation au chantier, de suivi de chantier, etc. Moi-même, en tant que président, il y a des périodes où j'ai passé pas loin d'un 3/4 temps sur la centrale villageoise dans les moments les plus intenses. Inversement, maintenant que les travaux sont terminés, que les chantiers ont été livrés, on est en période de surveillance, on s'est réparti la surveillance et le monitoring des installations. On n'a pas de nouveaux chantiers en cours. On est sur des investissements beaucoup plus faibles et tout ça est télégéré. Voilà, on est sur quelques heures par semaine pour assurer le fonctionnement et le suivi des installations. Merci Bernard. Eh ben, je vous propose de passer à la dernière intervention. Audrey, je vais te laisser la main pour nous parler un petit peu du point de vue d'un territoire. Quel est l'intérêt quel est l'intérêt et quel est l'impact des centrales villageoises localement et dans quelle mesure une collectivité peut-elle favoriser ces démarches. Alors, bonjour à tous. Étienne, est-ce que voilà, je ne pouvais pas partager mon écran. Ça devrait aller. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Super. Donc, moi, je m'appelle Audrey Matt. Je travaille pour le parc des Baronnies provençales. Pour vous situer, c'est un parc naturel régional qui est à cheval sur la Drôme et sur les Hautes-Alpes, donc à cheval sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur la région PACA. On avait fait partie en 2011 des parcs qui ont testé en fait le modèle et qui l'ont défini dans toute la phase d'expérimentation qui a été faite avec Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Aujourd'hui, donc ça c'était en 2011. Aujourd'hui, on a 3 centrales villageoises en production sur le territoire du parc. Donc ma carte n'est pas complètement à jour, mais vous avez le territoire du parc dans son ensemble. Et là, en rose, en violet et en vert qui déborde un peu vers le nord, vous avez 3 centrales villageoises qui fonctionnent aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des installations qui ont été faites sur des bâtiments. Aujourd'hui, nous, on n'a que du photovoltaïque en toiture. Et donc, ces installations fonctionnent et l'électricité est vendue aujourd'hui à EDF. Et on a 2 centrales villageoises qui sont en cours de création, celle que vous voyez un peu au milieu, là, en turquoise, qui est en train de se créer, et une qui est à la périphérie vraiment du territoire du parc, avec quelques communes qui appartiennent au parc, sur la face ouest en fait, du territoire. Donc, les 3 centrales villageoises qui existent aujourd'hui, qui sont en production, ont été créées sous forme de SAS. Je crois que c'est Noémie qui parlait tout à l'heure des
la forme juridique des centrales. Donc société par action simplifiée. Les 2 autres centrales qui sont en train de se monter devraient se monter sous forme de société coopérative d'intérêt collectif, donc de SCIC. Donc aujourd'hui, au niveau du parc naturel régional, en fait, il a été décidé par les élus de continuer à accompagner les démarches citoyennes de production d'énergie renouvelable. Donc en fait, mon temps de travail, une partie de mon temps de travail est mis à disposition pour l'accompagnement des collectifs, et ce dans toutes les phases du projet, depuis les premières études jusqu'à la réalisation finale des projets. J'accompagne aussi ces collectifs dans la recherche d'éventuels financements. Nous, on a des financements au niveau des régions encore sur les projets citoyens d'énergie renouvelable. On apporte aussi un appui méthodologique. Donc souvent, on vous a parlé de citoyens, de bénévoles. On peut avoir aussi des collectivités, des associations, des entreprises qui rentrent dans le projet, mais souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément du métier. Donc, pour le coup, nous, on apporte un appui méthodologique en plus de ce que fait l'association nationale dans la conception d'outils de communication. Donc, je peux solliciter, par exemple, moi, j'ai une collègue qui travaille sur la communication. Donc, on peut travailler sur la création d'outils de communication, des affiches, des flyers, des documents de communication divers et variés. On co-anime aussi des réunions, notamment quand il s'agit de réunions publiques, notamment dans le lancement de la démarche. D'avoir le parc aux côtés des collectifs, ça apporte aussi une certaine rigueur et une certaine, c'est pas le mot, plus de confiance sur ces projets-là. On met aussi en relation les collectifs avec les centrales villageoises existantes localement, mais aussi avec des acteurs, bureaux d'études, structures, installateurs. Étienne parlait tout à l'heure du réseau qui est très, très, très fourni au niveau des centrales villageoises. Donc on accompagne aussi peut-être un peu plus localement cette mise en relation. Et puis surtout le développement de projets annexes et de projets expérimentaux. Il faut savoir que les parcs naturels régionaux ont vocation à faire de l'expérimentation. Donc pour le coup, c'est aussi dans nos valeurs d'accompagner des projets expérimentaux. Là, je vous parle de mon cas sur les baronnies provençales. Il faut savoir que d'autres centrales villageoises un peu partout en France peuvent être accompagnées par des structures, notamment des structures publiques, qui peuvent être des parcs naturels régionaux, mais qui peuvent aussi être des communautés de communes. On a des communautés de communes qui portent des plans climat, les PCAET, plans climat, air, énergie territoriaux, et donc vous avez des communautés de communes qui accompagnent aussi les collectifs citoyens. Donc voilà, selon les territoires, on peut avoir un soutien qui est différent. Dans les baronnies provençales, donc on a maintenant 5 centrales villageoises, quasiment, qui sont faites. Donc pour le coup, on bénéficie maintenant d'un retour d'expérience qui est assez intéressant. Et vu qu'on en a 5 maintenant, c'est dire si ça fonctionne. Donc les centrales villageoises maintenant sont vraiment devenues des acteurs qui sont incontournables dans le paysage local. On a une reconnaissance qui est arrivée progressivement de la part des collectivités locales. Au départ, certaines collectivités ont participé sur la création de certaines centrales villageoises, donc avec la mise à disposition de salles pour les réunions publiques, le relais sur la communication, ce genre de choses. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les collectivités locales ont vu que ça marchait, et donc il y en a plusieurs qui se sont un peu plus impliqués encore dans les projets. Dans l'aide à la création, où j'en parlais, la mise à disposition, on va dire, fourniture de salles, de matériel, ce genre de choses. Certaines accueillent le siège administratif des centrales villageoises. On s'était posé la question avec les collectifs de dire, mais si on a des présidences qui tournent régulièrement, comment est-ce qu'on fait au niveau du siège de la centrale villageoise? Donc, il a été demandé aux collectivités de voir si elles ne pouvaient pas accueillir le siège des centrales, donc, ce qui est le cas
des 3 centrales qui existent aujourd'hui. Et puis, on a progressivement des collectivités aussi qui ont pris des parts dans les sociétés. Au départ, sur la première centrale qu'on avait montée sur les centrales rosanaises, c'est une toute petite commune sur laquelle ont été faites les installations. C'est une commune de 500 habitants. La mairie n'avait pas forcément envie ou pas les moyens, en tout cas, de prendre des parts dans la société. Donc, ça ne s'était pas fait. Et en fait, là, au fur et à mesure, on voit que les collectivités locales, les mairies prennent des parts dans les sociétés, ce qui est très intéressant pour les collectifs. À titre d'exemple, là, on a une des sociétés qui est en train de se monter, Ag Énergie, qui pourrait avoir une prise de part à hauteur de 20 000 € d'une mairie dans son projet. Donc, ce n'est pas anodin pour lancer des projets. Donc voilà, pour le premier point. Deuxième point, en fait, c'est une participation des centrales villageoises aussi au projet de territoire. Maintenant, on fait appel aux centrales villageoises pour avoir leur avis, pour avoir leur soutien, pour différentes choses. Par exemple, je vous parlais des plans climat tout à l'heure. Là, en fait, dans les plans climat, les centrales villageoises sont intervenues, sont invitées aux réunions et font part de leur expertise, en fait, pour créer des CPCAET et interviennent, sont intégrés aussi dans tout ce qui est plan d'action des PCAET. Je vous ai mis un deuxième exemple, en fait, l'éducation, la sensibilisation des scolaires. On a notamment des centrales villageoises qui ont installé des panneaux photovoltaïques sur des écoles et ce qui a un double intérêt puisque pour le coup, derrière, ça permet aussi d'éduquer les jeunes et leurs parents sur l'intérêt d'avoir des projets citoyens et de leur expliquer aussi ce que c'est tout simplement que le photovoltaïque. Et puis, on a aussi un appui des centrales sur des projets que j'ai appelés de niveau extraterritorial. Vous avez par exemple RTE, donc qui est le réseau de transport d'électricité en France, qui publie un schéma d'aménagement des réseaux électriques. Alors, on est sur les grosses autoroutes en fait, de l'électricité. Donc, on est un petit peu éloigné des centrales villageoises où nos petits projets vont se raccorder sur de la basse tension, mais là, j'entre dans le technique. Mais voilà, RTE a son plan d'aménagement qui est revu tous les 10 ans, qui s'appelle le schéma régional de raccordement des énergies au réseau des énergies renouvelables. Et donc, quand le RTE a revu son plan d'aménagement sur le territoire, en fait, les centrales villageoises se sont énormément mobilisées pour donner un avis et pour alerter les collectivités locales sur le fait que sur notre territoire, en tout cas, il n'y avait rien qui était prévu. Donc, si on voulait développer des projets d'énergie renouvelable, ça allait être compliqué. Donc là c'est venu des centrales villageoises, cette alerte des collectivités pour pouvoir ensuite, ensemble, se bouger et faire en sorte que les choses changent, chose qui a été faite. Et puis, on est actuellement aussi sur des projets de raccordement. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de problèmes de raccordement de nos installations au réseau électrique. Donc, on est actuellement en discussion avec Enedis pour essayer de trouver des solutions techniques pour éviter d'avoir un renforcement des réseaux à faire et des prix qui s'envolent malheureusement sur les raccordements. Et ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Les centrales aujourd'hui, donc je vous ai dit, elles sont vraiment localement reconnues par les collectivités et on a notamment deux mairies qui ont fait appel aux centrales villageoises en leur demandant de les aider, de les accompagner dans, on va appeler ça grossièrement, leur transition énergétique. Donc, on a la commune de Molan-sur-une-Rouvèze, qui est une toute petite commune, de 1600 habitants, qui est située dans la Drôme, qui voudrait devenir commune à énergie positive. C'est-à-dire qu'il voudrait que l'intégralité des consommations électriques de la commune, hors chauffage électrique, on va dire, soit couverte par une production locale d'électricité. Donc, ils ont fait appel aux centrales villageoises pour les aider.
Et un des premiers travaux qui a été fait en collaboration avec le parc, ça a été de travailler sur un cadastre solaire. Donc, c'est l'image là que vous avez. Donc, où vous avez la commune. Alors, c'est pas très, je l'ai pas très zoomé, mais pour le coup, vous avez une première identification des bâtiments selon leur taux d'irradiation et leur surface. Ce qui permet déjà d'identifier les toitures sur lesquelles on pourrait potentiellement imaginer une installation photovoltaïque. Ça permet de dégrossir un peu le travail et de se concentrer sur les toitures les plus intéressantes. Ce cadastre, il a été présenté aux habitants de la commune de Mollans-sur-Ouvèze, aussi pour les impliquer dans ce projet qui là est porté par la commune, par la mairie. Donc voilà, on est sur un travail qui n'est aujourd'hui pas fini, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à… On a identifié des toitures et l'objectif maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte de pouvoir faire ces installations sur la commune pour coller aux consommations locales. Voilà. Sur la commune de Buis-les-Baronnies, c'est un petit peu la même chose. La commune de Buis, comme beaucoup de communes actuellement, voit ses factures d'électricité s'envoler et donc se pose des questions sur la façon dont ils pourraient faire baisser la facture et donc sur les possibilités d'installation de photovoltaïque sur des bâtiments publics. Là, on en est au tout début en fait, des discussions avec la collectivité, mais nous, on a déjà travaillé comme sur Mollans, sur la réalisation d'un cadastre solaire. Et l'objectif maintenant, c'est de pouvoir accompagner la commune sur la mise en place de projets concrets de production d'électricité. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si ce seront des projets qui seront portés par les centrales villageoises ou portés par la commune, mais pour le coup, en tout cas, l'identification des projets, elle se fait collectivement entre les centrales villageoises, la commune et le parc en appui. Voilà. Et donc, je vous parlais de projets expérimentaux. On a lancé en 2020 un projet autour on voulait comprendre comment on pouvait désamianter des toitures et remplacer les toitures par des installations photovoltaïques. La vente de l'électricité nous permettant de financer une partie du désamiantage. En fait, on a lancé cette expérimentation parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de toitures finalement sur le territoire qui étaient encore amiantées. Donc, on a commencé par un diagnostic de ces toitures pour voir un petit peu ce qu'on avait sur le territoire. Et puis, on s'est appuyé sur un cabinet juridique pour voir dans quelle mesure il était possible donc d'enlever ces plaques amiantées et de les remplacer par des panneaux photovoltaïques. Donc, pour le coup, alors on s'est focalisé surtout sur les bâtiments agricoles, les bâtiments commerciaux et artisanaux qui ont des grandes surfaces. On n'est pas du tout allé sur des bâtiments de particuliers ou sur du résidentiel. Et pour le coup, on a réussi à équiper, à faire les travaux sur une toiture, sur un bâtiment agricole, notamment d'enlever toute l'amiante et de pouvoir remplacer par des installations photovoltaïques. Ça a plein d'avantages. Déjà, l'amiante, l'amiante, c'est un gros problème et qui va s'intensifier dans les années à venir, dans les 10 ans à venir, parce que tout ce qu'on a fini d'installer quand c'était encore possible va commencer à se déliter et va poser des vrais problèmes de santé et d'environnement, des problèmes sur la santé et sur l'environnement. Donc là, il y a un vrai gros enjeu à désamianter. Et puis, pour le coup, ça permet de revaloriser des bâtiments qui souvent sont abandonnés parce que les travaux sont beaucoup trop chers pour les propriétaires et donc ils préfèrent faire construire un nouveau hangar, voire des nouveaux hangars photovoltaïques directement, plutôt que de réhabiliter des bâtiments qui ont une toiture amiantée. Ce projet, il a permis de servir un peu d'exemple aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui, pour le coup, a mis en place il y a 2 ans un appel à projet permettant de faire ce genre de choses. Donc, de désamianter des toitures qui, derrière, sont ce qu'on appelle solarisables, donc sur lesquelles on peut mettre des panneaux photovoltaïques. La région PACA, aujourd'hui, finance aussi ce genre d'études. Donc, c'est une vraie fierté de pouvoir dire qu'on a pu contribuer à ce genre d'opération.
Et puis, donc, je vous disais, on est aussi confronté sur notre territoire, mais ça concerne pas mal de territoires ruraux finalement, confronté à des problèmes de raccordement. Parce que nos réseaux sont saturés, il est difficile de rebalancer dans le réseau en fait une électricité produite de façon délocalisée. Donc, on est en train de voir avec Enedis s'il serait possible d'expérimenter ce qu'on appelle des raccordements intelligents. Et donc, plutôt que de faire des renforcements de réseaux, de laisser les réseaux comme ils sont, et quand il y a des problèmes de tension, notamment sur les réseaux, de couper la production de nos panneaux photovoltaïques, couper la production le temps en fait que le passage critique soit passé et de pouvoir les remettre en marche derrière. Donc là, on est en discussion avec Enedis, avec le syndicat d'énergie, avec d'autres, notamment une autre centrale villageoise sur le Vercors qui travaille sur ces sujets-là, pour essayer de faire en sorte de pouvoir continuer à raccorder nos installations, mais sans avoir à renforcer les réseaux, ce qui se chiffre malheureusement en dizaines de milliers d'euros, ce qui n'est pas possible dans nos petits projets citoyens. Voilà. Donc, je suis à l'écoute de vos questions, s'il y a des questions. Merci beaucoup, Audrey. Alors, il y a eu quelques questions, on y a partiellement répondu dans le chat. Je peux en redire un petit mot. Il y a eu plusieurs questions sur le choix du site ou d'une SAS et si vous pouvez différencier les deux. Donc, Noémie vous a partagé une ressource qui compare les deux modèles. Je précise qu'effectivement, le fait qu'il y ait deux collectifs dans les baronnies qui aient d'abord choisi le modèle SAS, puis que les nouveaux choisissent ce modèle SIC, c'est vraiment lié au collectif en lui-même, qui fait ses choix en fonction des valeurs principales qu'il a envie de défendre. Et donc, c'est vraiment ça à la main de chaque collectif. Nous, au niveau du réseau, on propose des modèles, des trames de statut sur les deux modèles. Donc après, libre à chacun de choisir. Et il y avait également une petite question sur une mairie qui propose une grande toiture. Quelqu'un demandait comment on fait pour démarrer. Donc, peut-être qu'on pourrait revenir juste après. Je vais te laisser parler de la dernière slide et puis je vais vous envoyer pendant ce temps-là une ressource dans le chat et on en reparle juste après de cette question. Donc, je vais repartager l'écran. Voilà, et donc du coup, on a encore une petite dizaine de minutes. Et donc... Oui, je vais faire vite, l'heure tourne, et puis s'il y a des questions, il faut qu'on ait un peu le temps. Très rapidement, comment on s'y prend pour… J'ai déjà ma caméra, tiens, je peux continuer de filmer. Comment on s'y prend pour lancer une démarche de centrale villageoise? La première étape, attention, ça a bougé, c'est déjà de bien comprendre le modèle, en fait. Ce qu'on vous a exposé un petit peu, vous avez compris. Enfin, il y a un écosystème de l'énergie citoyenne, il y a plein de modèles possibles. Et nous, on propose un modèle parmi d'autres, alors qui est très précis, très guidé, avec des tas d'outils au sein d'un réseau, avec des tas de gens qui partagent ce même modèle. Mais il faut déjà vous assurer que c'est quelque chose qui correspond à ce que vous souhaitez, mais aussi qui correspond à ce que souhaitent les autres personnes qui seront mobilisées autour du projet. Donc, les ressources en ligne, je vous renvoie au site centralevillageoise.fr qui est quand même très documenté, notamment pour ces phases d'émergence où on a partagé tous les outils possibles en ligne. Échanger et ne pas hésiter à prendre contact avec les centrales villageoises existantes. Vous avez sur la carte de la page d'accueil la localisation de tous les collectifs. Vous pouvez avoir accès à leurs coordonnées facilement depuis le site web. Échanger avec l'association, ne pas hésiter à nous contacter. Et puis, même faire des visites de sites s'ils ne sont pas trop loin. Enfin, en général, les collectifs arrivent à s'organiser pour accueillir des délégations d'élus citoyens qui veulent se rendre compte par eux-mêmes de concrètement comment ça a fonctionné au démarrage. Ensuite, deuxième étape, fédérer un petit noyau dur autour de ce modèle et puis aller le présenter aux collectivités. Pour être sûr qu'on a leur soutien et que ce n'est pas quelque chose qui va complètement détonner par rapport aux politiques publiques en place.
s'assurer que voilà, on est conforme aux objectifs du plan climat, qu'on va même permettre d'atteindre les objectifs et qu'on s'insère, on va dire, dans un projet de territoire plus large qui va être soutenu. Et puis ensuite, l'étape, j'ai envie de dire, cruciale, ça va être de réussir à mobiliser du monde. Il y a eu des questions tout à l'heure sur combien il faut être pour démarrer. C'est sûr qu'on ne démarre pas un projet de centrale villageoise en étant 3 amis autour d'un café, même si ça peut être un point de départ. Il faut réussir à mobiliser en masse. Donc, ça passe principalement par des réunions publiques. Alors après, ça peut être relayé par des tas de supports, dont les réseaux sociaux, etc. Mais il faut passer par cette étape de réunions publiques dans différentes communes du territoire pour se dire qu'on a envie collectivement de faire quelque chose, que ce modèle convient, et puis fédérer du monde qu'on va progressivement organiser en groupe de travail sur la communication, sur les aspects techniques, sur les aspects juridiques, économiques, pour pouvoir avancer de façon très concrète sur le montage d'un projet, sachant que ces groupes de travail, voilà, ils peuvent être accompagnés par des ressources techniques qui sont à disposition sur le site. Et c'est aussi lors de ces réunions-là qu'on va définir le territoire d'intervention. Ça doit vraiment être un choix collectif. C'est concrètement, vous avez compris que la dimension territoriale, c'est un aspect fort des centrales villageoises. On considère que voilà, il y a une maille qui a du sens en termes de bassin de vie par rapport au développement de ce type de projet. Il faut le définir à la commune pour voir jusqu'où on va, jusqu'où on s'arrête, et essayer de se tenir à cette définition. L'idée étant vraiment de pouvoir assurer dans la durée un développement d'activité sur ce territoire et pas de dire « Ah bah tiens, à 100 km, il y a plus de soleil ou il y a une opportunité de super toiture, on va la Massière à 100 km », alors qu'à 100 km, il y aura personne qui sera actionnaire ou qui sera mobilisé dans le projet de centrale villageoise et ça n'aura pas beaucoup de sens par rapport à tout ce qu'on a monté précédemment. Donc, vraiment fédérer localement, définir un territoire d'action, identifier les premières toitures. Donc, là aussi, vous avez des outils en ligne sur comment identifier ces premières toitures. Rencontrer, ça peut être les collectivités qui mettent à disposition les premiers toits, mais ça peut être aussi des propriétaires privés que vous allez rencontrer. Se faire connaître localement, communiquer pour progressivement à la fois recueillir du monde qui veut s'impliquer bénévolement et puis recueillir du monde qui veut bien mettre à disposition des toitures pour porter les premiers projets, sachant qu'on ne l'a pas forcément trop dit, mais il faut, enfin, le photovoltaïque, on ne peut pas forcément en mettre partout et qu'il faut plusieurs toitures pour finalement en retenir moins parce qu'il y a des tas de critères techniques qui font qu'au final, on ne peut pas tout équiper. Et donc, il faut ratisser plus large que ce qu'on va au final retenir. Et voilà, et une fois que vous avez quand même un projet un peu clair des gens pour monter une société, un territoire sur lequel vous voulez vous développer, une cohérence d'ensemble sur ce que vous voulez porter, solliciter le comité d'engagement, donc qui est une petite instance complètement informelle, mais qui est constituée de membres de l'association des centrales villageoises qui vont échanger avec vous. Ça passe par un petit questionnaire et puis un petit échange téléphonique, mais pour voilà, discuter du projet, vérifier que tout ça est bien en phase avec la charte des centrales villageoises et puis vous guider aussi sur les premières étapes et les premiers statuts, notamment à adopter pour créer une société. Et puis après, après, vous avez, une fois que vous rentrez dans le réseau des centrales villageoises, vous avez accès à l'intégralité des ressources, à l'intégralité du réseau. Et là, vous pouvez trouver énormément de supports, de partenaires qui seront là pour vous accompagner au pas à pas si vous avez des questions. Voilà très rapidement les étapes pour démarrer. Merci. Et donc, je propose qu'on revienne peut-être sur la question très spécifique de la personne qui disait on a une toiture qui nous est proposée, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je vous ai partagé dans le chat un lien. Alors, c'est un guide qui a été réalisé conjointement entre l'association Centrale Villageoise et Énergie Partagée, qui est en accès libre sur notre site, qui permet déjà de se poser quelques questions sur les premiers critères et les premiers filtres que l'on peut lever soi-même sur une toiture. Et donc, voilà, la première chose à faire peut-être vis-à-vis de cette toiture, c'est de prendre connaissance de ce guide et de regarder quel cage on arrive à cocher et de voir s'il n'y a pas déjà un premier élément bloquant. Typiquement, sur une toiture de cette taille, les deux critères clés, ça va être la capacité du réseau à absorber une puissance qui va être de plusieurs centaines de kilowatts crête et la capacité de la charpente à accueillir un surpoids, une surcharge en toiture. Et donc, vis-à-vis du réseau, il y a un outil Enedis. Donc je pense qu'il est fait le lien
dans le guide, je l'espère en tout cas. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez revenir vers moi et puis me demander le lien. Mais un outil Enedis permet de faire des simulations. Alors, on n'a pas de cours de réponse, mais voilà, je pense que ça, dans un premier temps, ça vaut le coup de tester ça. Et puis, sur l'aspect charpente, et ben, voilà, essayer d'identifier quel type de charpente on a. Est-ce qu'on a affaire à une charpente métallique, à une charpente bois? De quelle année date-t-elle? Et pareil pour la couverture, quel type de couverture, et puis est-ce qu'elle est en bon état ou pas, est-ce qu'il va falloir la changer ou pas. Voilà, donc déjà, essayer d'avoir ces premiers critères permet d'avoir une première idée de la faisabilité. Et après, il faudra un moment ou un autre, voilà, on arrivera peut-être au bout des compétences internes, et donc il faudra potentiellement faire appel à un bureau d'études, aussi bien pour l'aspect structure que pour l'aspect potentiel photovoltaïque. Et donc, dans ces cas-là, il faut avoir en tête qu'il y a des aides qui peuvent être mobilisées, et notamment des aides régionales. Alors, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais nous, on a connaissance des différents programmes régionaux qu'on pourra éventuellement vous orienter. Et donc, voilà, ça peut être aussi un deuxième temps le moment d'aller plus loin sur la faisabilité. Oui, sur le modèle économique, c'est vrai que c'était écrit sur le diaporama et que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que ça fonctionne par grappe. Donc, en général, les projets, pour qu'ils tiennent économiquement, il faut qu'ils soient réalisés en grappe, c'est-à-dire plusieurs installations réalisées en une seule fois, avec un seul emprunt bancaire, avec un seul installateur. Ça permet quand même d'avoir des petits effets d'échelle. Et donc, ce n'est pas une installation par une installation, ça permet aussi de mutualiser tout ce qui est démarche, etc., en termes de ressources. Donc, l'idée, c'est, voilà, vous avez une toiture, il faut en trouver d'autres. Et puis voilà, les toitures, c'est vraiment, on est déjà dans la technique, le nez un peu dans la tête dans le guidon, mais ce qui doit fédérer un projet, c'est d'abord le projet de société collectif, quoi. Enfin, c'est vraiment le projet de société en commun, l'envie d'avoir, de créer une société avec d'autres citoyens. C'est d'abord là-dessus qu'il faut concentrer ses efforts et puis être tous d'accord sur le fait qu'on veut créer ces sociétés pour porter des projets de transition énergétique, que ce soit du solaire ou autre chose. Alors bien sûr, on va démarrer par le PV parce que c'est le plus simple. Mais le point de démarrage d'une démarche, c'est vraiment cette approche collective qui va se transformer en société rapidement, quoi. En Haute-Savoie, nous avons, alors vous avez de la chance si vous êtes en Haute-Savoie, parce qu'on a un partenaire qui s'appelle Innoval et qui est notre relais favori pour accompagner les projets de centrales villageoises. Alors, je ne sais pas dans quel territoire vous êtes actuellement, parce qu'il y a quand même pas mal de centrales villageoises en Haute-Savoie, donc potentiellement, il y en a peut-être une déjà là où vous vous trouvez. Sinon, le GIFRE, le haut GIFRE, je ne crois pas qu'il y en ait. Mais je me demande si Damien n'avait pas parlé de quelque chose là-bas. On va vous mettre les coordonnées de Innoval, Damien Gaucheran, qui est vraiment le bon interlocuteur sur la Haute-Savoie pour vous guider aussi sur le démarrage. C'est un cas particulier, la Haute-Savoie, puisque effectivement, on a cette structure Innoval qui fait de l'accompagnement des collectifs et qui relaie le modèle à une maille, on va dire, départementale. Donc, vous pouvez aussi vous appuyer sur lui. Donc, le lien que j'ai mis, c'était le lien vers le dispositif d'aide en région Auvergne-Rhône-Alpes sur les études portées par des collectifs. La petite hydro, c'est Vaudan. Alors, il y a une question sur la petite hydro. Il faut nous mettre en contact. Ben, pourquoi pas? Quel est l'objet? Vous êtes bureau d'études, peut-être? Prendre la parole si vous voulez préciser un petit peu les questions. Okay. Je vous propose que moi, je vais clôturer l'enregistrement, mais on peut rester encore quelques instants en ligne pour répondre aux dernières questions. Ce qu'il faut retenir, alors je vous ai mis dans le diaporama que vous enverrez une slide avec des liens où vous pouvez récupérer l'ensemble des ressources. Certaines ressources qui sont publiques sur le site, il y en a d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter à aller découvrir ce site et voir tout ce qu'il a à vous offrir. Et puis, je vous ai mis mes coordonnées dans la dernière slide. L'objectif étant que si voilà, vous voulez approfondir la réflexion, reposer d'autres questions ou prendre
contactent d'autres centrales villageoises voisines, il ne faut pas hésiter à me solliciter ce sujet. Je répondrai avec plaisir. Voilà. Et ben, il me reste à remercier les intervenants d'aujourd'hui. Voilà, je vous propose de clôturer l'enregistrement, mais on reste à disposition 5 minutes là si vous souhaitez encore échanger sur des questions. Merci à tous et bon appétit pour ces minutes. Merci. Merci beaucoup.